Nous passons maintenant au sujet suivant. Et après l'imagerie médico-légale, nous allons passer à l'évolution de notre métier et aux applications de ce qu'est la recherche en imagerie auprès de nos patients. Pour cela, c'est le professeur Alain Luciani, qui est le vice-président du CERF, le secrétaire général du CERF. Le secrétaire général du CERF, le Collège des enseignants de radiologie français. Elle est très très bonne celle-là, je trouve. Du Collège des enseignants de radiologie français et qui anime une structure de recherche qui est extrêmement productive et qui donc anime aussi, vous allez le voir, pendant les JFR, la session du vendredi entre midi et 2 qui est spécialement designée pour les juniors qui viennent présenter leurs travaux de thèse dans une session qui s'appelle « Votre thèse en 180 secondes » et dans laquelle les lauréats sont élus à l'applaudimètre, donc une session dans laquelle, Alain Luciani, je vous le dis, met beaucoup d'ambiance. Avec ces jeunes radiologues qui sont tout feu, tout flamme pour présenter leurs travaux. Voilà, donc Alain, tu as la parole sur l'évolution de ce qu'est la recherche en imagerie. Merci Jean-Michel, merci beaucoup. Effectivement, la radiologie en 2030, ça se prépare parce que ce n'est pas forcément nous qui la vivrons tous de la même façon. Par contre, il y a une chose qui était très importante pour nous, c'était de préparer les jeunes radiologues, parce qu'il nous semble que c'est ça l'essentiel pour préparer 2030. Alors derrière, il y a bien sûr des sujets technologiques. On parlera de l'intelligence artificielle et de notre vision de l'appropriation de l'intelligence artificielle en radiologie. Et Laure Fournier interviendra juste derrière pour en parler. Mais il y aura un focus très important dans ces journées françaises de radiologie parce que vous savez que cette année, il y a une grande réforme qui a été conduite sur la formation du 3e cycle des études médicales, la réforme du DES, et qu'on s'est vraiment emparé du sujet en radiologie par l'intermédiaire du Collège des enseignants de radiologie de France, de la Société française de radiologie, pour se dire quel était le métier qu'on voulait, vers lequel on voulait conduire les jeunes radiologues aujourd'hui, pour qu'en 2030, lorsqu'ils seront formés, ils seront en pleine mesure de pouvoir soigner les patients. Et encore une fois, on rejoint sur le thème de le radiologue et son patient. Alors, les clés pour la formation, il nous a semblé d'insister que le médecin radiologue, il doit être capable de prendre en charge un patient dans beaucoup de circonstances particulières. D'où l'importance d'avoir une formation relativement polyvalente des médecins radiologues, qui soient capables de prendre dans n'importe quel territoire français un patient, quelle que soit la pathologie qu'il présente. Ça n'empêche pas la surspécialisation, mais c'est quelque chose de très important parce que nous nous sentons redevables d'apporter un soin au patient, quel que soit l'organe qui est atteint. La deuxième évidence, c'est qu'aujourd'hui, les maladies, elles sont plus contingentées à un organe. Si on raisonne en grandes maladies, les maladies qui tuent, l'athérome vasculaire, le cancer, c'est une atteinte polyorgane. Et notre réflexion, elle s'organise maintenant vers plutôt une imagerie des systèmes cardiovasculaires et neuroradiologiques connectés, vision corps entier naturellement pour l'imagerie cancérologique. Et donc, c'est vers ça qu'on a voulu renforcer la formation vers nos plus jeunes. Et puis, le troisième aspect important de cette réforme pour nous, c'est la radiologie interventionnelle. La radiologie interventionnelle, c'est un exercice indispensable de tout médecin radiologue aujourd'hui. Pour autant, il y a des gestes de radiologie interventionnelle qui sont sans doute plus complexes, notamment parce que l'environnement nécessaire pour les conduire, pour les réaliser, il nécessite une salle avec certaines normes, un anesthésiste parce que ce sont des gestes sous anesthésie générale. Et nous avons donc décidé d'apporter une année de formation supplémentaire aux jeunes radiologues pour ces actes de radiologie interventionnelle que nous avons labellisés avancés. Et ces éléments de formation qui pour nous sont majeurs, parce qu'ils vont engager la formation des plus jeunes sur les 10 années à venir, ils seront présentés formellement à 2 occasions dans ces journées françaises de radiologie. D'abord l'après-midi du vendredi, à partir de 14 h, où nous allons avoir une grande séance d'information, d'ailleurs à laquelle sont invités tous les jeunes radiologues qui entrent dans la réforme dès cette année, pour qu'ils puissent bien prendre conscience de vers où on veut les amener. Et puis la deuxième chose, c'est l'événement de la conférence Antoine Béclair du samedi, avec l'invitation du doyen Benoît Schlemmer. Benoît Schlemmer qui a été vraiment la cheville ouvrière, le moteur de la réforme du 3e cycle, dans toutes les spécialités, et avec qui nous avons beaucoup travaillé, en confiance, et qui sera là aussi pour exprimer, lui, plus généralement, sa vision sur les évolutions de la formation des internes. Donc, point important, la formation des plus jeunes, qui me paraît très important. La deuxième chose, c'est qu'il faut favoriser l'attractivité. L'attractivité,
qui se confirme d'ailleurs encore aujourd'hui dans le choix des spécialités qui a été fait cette année, où la radiologie reste une discipline extrêmement attractive, une spécialité très attractive parmi les spécialités médicales. C'est favoriser l'innovation et la recherche, stimuler les jeunes, les encourager à développer les innovations. On a un métier qui s'est transformé ces 20 dernières années. Je ne fais pas la même chose que ce que je faisais quand je suis arrivé chef de clinique à Mondor il y a 15 ans. Donc c'est évident que toutes ces innovations, c'est ça qui nous challenge et qui attire les plus jeunes. Et comme l'a dit Jean-Michel, on va avoir cette belle séance du prix communication jeunes chercheurs, master, thèse en 180 secondes, où je peux vous dire que vous avez l'occasion de comprendre en 180 secondes des choses extrêmement complexes, comme de la connectivité neuronale vue en imagerie 7 Tesla, comme du cathétérisme des veines surrénaliennes avec un cone beam CT, des choses qui sont extrêmement complexes à mettre en œuvre et que les jeunes expriment d'une façon très simple. Donc vraiment, vous êtes tous invités, 12h15, le vendredi, pendant les JFR, pour cette séance de prix communication jeunes chercheurs. Et puis le dernier point que je voulais aborder ici, c'est pour le futur, en dehors de la radiologie interventionnelle, c'est l'imagerie personnalisée. Alors on dit toujours la médecine personnalisée, finalement c'est des mots, parce que finalement on applique toujours la même chose. Je crois qu'en radiologie, on s'est emparé de ce sujet pour faire en sorte que les innovations technologiques qui sont développées par les industriels, on les adapte, et on les adapte avec nos connaissances médicales pour qu'elles collent le plus possible au génotype des patients. Et c'est toute l'histoire de ce qu'on appelle la radiomique, c'est-à-dire de faire coller des choses qu'on peut voir in vivo chez les patients avec quelque chose qu'on ne peut pas voir, qui sont l'expression des gènes, qui sont à l'origine de différentes maladies et de malformations. Et vous aurez l'occasion de voir pendant ces journées françaises de radiologie, à plusieurs reprises, des séances spécifiques centrées sur la radiomique. Laure Fournier peut-être en redira un petit mot derrière, c'est-à-dire sur ce lien qui est fait entre de l'imagerie in vivo qu'on peut faire aujourd'hui chez nos patients et qui reflète de l'expression génique. Et pour terminer, donc quelques images de traitements personnalisés déjà en radiologie interventionnelle. Voilà l'exemple de tumeur du foie qu'on est capable naturellement de caractériser par de l'imagerie diagnostique de haut niveau. Imagerie là, qui est refaite sur un cone beam CT où on voit très bien, j'ai peut-être pas de pointe, mais enfin on voit très bien, si vous voulez, une tumeur du foie droit qui prend le contraste, qu'on va vouloir traiter, et puis derrière, naturellement, on va repérer les artères nourricières de façon extrêmement précise, parce que justement on est capable d'intégrer l'imagerie 3D et de faire en sorte de voir tous les pédicules vasculaires qui vascularisent cette tumeur, de la traiter et de contrôler immédiatement que la tumeur a été bien traitée. Ça, c'est du traitement personnalisé et c'est déjà en place. Ce n'est pas en 2030, ça se fait déjà dans les centres de radiologie interventionnelle. Et puis, ce qui commence à se faire, c'est cette médecine personnalisée diagnostique, complémentarité des techniques, travail conjoint avec nos collègues de médecine nucléaire. Voilà les premières applications de TEP-IRM en oncologie, aujourd'hui conduit en France. Voilà l'exemple d'un patient avec un adénocarcinome vésiculaire, opéré en 2008, et 9 ans plus tard, ce qui est un temps relativement long pour envisager une rechute, élévation des marqueurs sans aucun signe détecté sur l'imagerie classique conventionnelle, indication d'une TEP-IRM, examen corps entier, complémentarité de techniques métaboliques et d'IRM de diffusion. Et qu'est-ce qu'on constate? La présence d'un ganglion qui capte beaucoup le FDG, qu'on voit aussi en IRM de diffusion. On est capable de dire que c'est probablement ça qui est à l'origine de l'élévation des marqueurs. Et puis plus encore, grâce à l'IRM, on trouve une petite lésion secondaire intrahépatique qui a pu être biopsiée de façon beaucoup plus simple que par endoscopie et confirmation malheureusement d'une rechute de la maladie. Voilà un exemple sur des lésions qui sont de toute petite taille, manquées sur de l'imagerie classique. Comment est-ce que pour nous, nous voyons l'imagerie personnalisée de demain avec une vraie complémentarité des techniques? Raison de plus pour que la formation des jeunes soit absolument au rendez-vous de 2030. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Alain. Est-ce qu'il y a des questions pour le professeur Luciani sur les applications de tout ce qui se travaille aujourd'hui dans les laboratoires de recherche et qui, vous le voyez, commence déjà à arriver dans beaucoup de domaines sur le plan de la médecine personnalisée, en particulier en oncologie, mais aussi en interventionnel. Pas de questions. Ah, peut-être. Je fais en une couche, j'en fais plusieurs. Est-ce que vraiment vous avez le sentiment que, au-delà de ce que tout le monde dit finalement, pour se rassurer ou se faire plaisir, que la radiologie ou l'imagerie vit vraiment une période de progrès médical considérable? Notamment, nous sommes très sensibles, en ce qui nous concerne, nous journalistes,
par la génomique et en tout cas la révolution, disons, du génome. Est-ce que vous traversez des périodes de ce type, ou peut-être un peu moins, mais ça viendra? Est-ce que la radiologie ne va-t-elle pas devenir, comme vous avez l'air, s'appuyant d'ailleurs sur des technologies de plus en plus poussées, très scientifiques ou trop scientifiques, qu'elle part de l'humain? Et quel est votre rôle, c'est-à-dire le rôle du radiologue face à la technologie? Vous savez ce que l'on dit, c'est-à-dire qu'en réalité, peut-être que demain, on n'aura plus besoin vraiment d'hommes ou de femmes derrière les machines et qu'elles feront tout. Alors, dans l'ordre. Et dernière, est-ce que ça ne pousse pas à des surdiagnostics? Alors, premièrement, est-ce qu'on est en train de vivre une évolution très importante et en lien avec la génomique? Oui. La réponse est oui, parce que les machines maintenant, par la complémentarité des différentes techniques, par l'utilisation de traceurs spécifiques, est capable effectivement de montrer des choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Je prends un exemple, parce que c'est un exemple que je connais, les tumeurs du foie, tumeurs bénignes du foie qu'on appelle des adénomes. Aujourd'hui, on s'est rendu compte avec nos collègues anatomopathologistes qu'il y avait des profils de tumeurs totalement différents. Il y avait des adénomes qui se transforment en cancer, il y a des adénomes qui ne se transformeront jamais en cancer. Et ça, on est capable aujourd'hui, en imagerie, de faire un diagnostic formel et de dire cet adénome n'est pas à risque de transformation en cancer. Ça, c'est nouveau. Il y a 10 ans, on biopsiait tous les adénomes ou on les réséquait. Et c'était seulement sur l'anatomopathologie qu'on était capable de dire ce qui se passait ou pas à l'intérieur de la tumeur. Donc oui, ça, c'est du aujourd'hui. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on se désengage finalement du patient? Ben non, parce que la problématique, elle vient du patient. Le cas que je vous ai montré sur la TEP IRM, c'est une vraie problématique. On a une élévation de marqueurs. Est-ce qu'on attend que quelque chose devienne visible, ou est-ce qu'on essaye de devancer les choses et d'arriver à avoir des choses millimétriques ou encore inférieures pour être capable de traiter plus et de traiter mieux? Parce qu'évidemment, derrière, l'arsenal de l'imagerie interventionnelle fait en sorte qu'on est capable de traiter des choses qu'on n'aurait pas été capable de traiter il y a 10 ans. Et puis, est-ce qu'on pense qu'on va se faire déposséder? Je vous assure que non. Et je le sais comment. C'est parce que, naturellement, on a besoin de partenaires industriels, parce que ces technologies, ce n'est pas nous qui les inventons. C'est des ingénieurs, c'est des années de recherche. Mais par contre, l'application de ces techniques, le design des séquences, la façon dont elles utilisent et les indications auxquelles on adresse ces machines, ce sont nous, les médecins, qui finalement les donnons. Et je prends l'exemple de la TEP IRM. On a eu la chance de mettre en route une TEP IRM au CHU Mont-d'Or en juin. Ben, c'est nous qui avons défini quelles étaient pour nous les situations pour lesquelles, oui, c'était indispensable d'avoir ces techniques. Parce qu'on pense qu'effectivement, c'est là où ça va rendre service, pour éviter justement de faire rentrer des cohortes de patients qui n'auraient pas un bénéfice direct à avoir ces techniques. Donc finalement, on est au cœur du système, en fait. Et ma dernière question, c'était celle à laquelle je tenais le plus, c'est-à-dire le surdiagnostic. À force de tout montrer, on intervient trop. Non, le surdiagnostic, aujourd'hui, c'est quoi? C'est éventuellement de dire j'ai fait une biopsie supplémentaire pour une lésion que j'ai détectée et que je pensais être maligne. On va y travailler, ça existe encore, c'est sûr, mais par contre, on est surtout capable d'éviter le sous-diagnostic d'un malade qui a des symptômes ou qui a une expression biologique d'une maladie et pour lequel on n'a pas trouvé de cible. Et nos collègues oncologues, encore une fois, je parle beaucoup d'oncologie parce que c'est un domaine qui m'intéresse, nos oncologues, ils veulent des cibles. Et une cible, ce n'est pas forcément une expression biologique. Et si on va dans le futur, vraiment futuristique, est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, un patient pourrait avoir une biopsie liquide, donc prélèvement sanguin qui va identifier un marqueur circulant, et que derrière, il y a une technique d'imagerie optimisée pour dire non seulement il y avait cette expression, mais j'ai localisé que cette anomalie, elle correspond à un adénocarcinome du pancréas situé là. Et je pense qu'il y aura une vraie complémentarité, recherche de très haut niveau en biologie, avec vraiment la biopsie liquide, et imagerie pour localiser et traiter ensuite ces anomalies. Bonjour, j'ai une question. Je suis assureur, c'est beaucoup moins technique. J'entends toute cette modernisation de la radiologie. Moi, je vois des nouveaux risques, des juges qui vont vous accuser de ne pas avoir vu, grâce à cette nouvelle technologie, des problèmes, donc des erreurs de diagnostic. Est-ce que ça fait partie de la réflexion, puisque je vois aussi que la radiologie est quand même de plus en plus utilisée en plus pour gérer les risques de plusieurs spécialités, d'après ce que j'ai entendu. Donc, est-ce que vous y réfléchissez ou... D'abord, on a un sentiment de grande responsabilité pour défendre des plans d'équipement adaptés pour que justement les patients en France puissent bénéficier de ces techniques. Le plus frustrant, si vous voulez, c'est de savoir que ces machines existent et de savoir qu'on a 2 mois, 3 mois de délai de rendez-vous
pour faire rentrer un patient à l'intérieur de ces machines. Donc notre première responsabilité, c'est de continuer à défendre un plan d'équipement en France, dans les hôpitaux, en dehors des hôpitaux, dans les structures libérales, pour faire en sorte que cette innovation, elle diffuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la Société française de radiologie a défendu et continue à défendre. Et on voit bien l'urgence de défendre ces plans d'investissement dans une période qui n'est pas forcément propice à l'investissement. Je suis quand même optimiste. L'innovation et les plans d'innovation doivent intégrer évidemment l'intelligence artificielle, mais aussi, ce qui nous paraît indispensable, ces innovations technologiques. Ensuite, le risque, il a toujours existé. Il a toujours existé. Moi, je préfère avoir une IRM et analyser, plutôt qu'on continue de me dire sur une radiographie conventionnelle, sur un abdomen sans préparation, est-ce que je suis capable de voir une anomalie? Les progrès technologiques réduisent le risque pour le patient. Et à nous, simplement, de maîtriser l'outil pour limiter le risque médical, bien sûr. Attendant que Jean-Paul Bérégis, si on peut donner le micro à Jean-Paul, juste pour monsieur l'assureur, et avant que le professeur Laure Fournier prenne la parole, parce qu'elle aurait pu le dire beaucoup mieux que moi, la question c'est comment allez-vous assurer un ordinateur? Voilà, Ah ben, il va falloir commencer à y penser sérieusement, je vous le dis, parce que c'est eux qui vont faire des erreurs, ils en feront plus que nous. Hein. Donc je prends la parole en tant que responsable de la gestion des risques. Hein, pour ça. Et je rebondirai en effet sur l'intelligence artificielle. Vous le savez très bien, il y a des gens à travers le monde qui réfléchissent au côté éthique et au côté responsabilité entre la voiture, est-ce qu'elle écrase ou est-ce que le chien, les deux personnes, c'est vrai, vous connaissez bien toutes ces études-là comme moi. Donc moi je suis partisan qu'en effet les machines doivent être sous gouvernance de l'humain. Jusqu'à présent, c'est la théorie est celle-là qui s'applique. Et je suis partisan, et comme la plupart de mes collègues radiologues, que le médecin radiologue doit rester maître de l'ensemble de ces techniques. C'est pour ça qu'on est tout à fait pour l'intelligence artificielle, parce que ça va nous aider dans notre métier de médecine radiologique. Et donc, globalement, notre métier, c'est de faire des consultations. On va s'aider de certains examens, scanner, IRM, etc. On fait des consultations, on fait des traitements, on voit, etc. Et on les domine. Mais notre responsabilité, elle est bien là. Et c'est bien ça, en effet, que l'on enseigne aux jeunes. Quelle est votre responsabilité? Vous nous confiez un patient pour un diagnostic, une suspicion, on ne sait pas très bien ce qu'il a, mal au ventre, etc. Et on va faire à partir de différents examens, dont seuls nous, encore aujourd'hui, parce que les indications sont variables en fonction de la disponibilité des plateaux techniques, en fonction de l'expérience, de l'évolution de ces domaines qui évoluent très très vite, et bien voilà, d'apporter le meilleur diagnostic possible pour une médecine personnalisée. Enfin voilà, je ne vais pas reprendre tout le topo qui a été fait. Donc je crois qu'aujourd'hui ça a changé. Vous nous avez déjà depuis quelques années incité à changer. Je crois que la loi également a changé. Je crois que le patient, il demande ça, il demande qu'on soit responsable, il ne demande pas à une machine, enfin en tout cas aujourd'hui, il va demander à un médecin et le médecin va lui conseiller telle ou telle prise en charge. Et heureusement qu'il y aura l'intelligence artificielle pour analyser ces milliers de données. Merci Jean-Paul. S'il n'y a pas d'autres questions pour Alain, merci beaucoup. On va continuer toujours sur le futur de la radiologie et la recherche. Et... Jean-Michel va poser une question. Jean-Michel Chabot. Ah, Jean-Michel Chabot veut une question tout de suite? Oui. Alors Alain, reviens, s'il te plaît. Monsieur le professeur Jean-Michel Chabot. Une question un tout petit peu triviale. Bon, tu as très bien parlé de ces jeunes dans la petite session 180 secondes qui présentent toutes ces innovations, qui travaillent donc à un niveau de sophistication scientifique et technique importante. Est-ce que tu as quelque chose à apporter sur l'environnement professionnel où ils envisagent de travailler après leur thèse, puisqu'ils sont très jeunes là, quand ils parlent? Ils veulent plutôt rester dans nos laboratoires universitaires, ils veulent plutôt partir dans le privé, ils voudraient plutôt avoir des modes d'exercice un peu plus mixtes que ce que nous on a connu et être à la fois dans les deux milieux. Tu as des indications là-dessus? La tendance aujourd'hui, si on regarde, pour avoir fait un petit tour de sondage sur les inscriptions en Master 2, elle est plutôt à une augmentation du souhait des jeunes de renforcer leur formation fondamentale en imagerie. Derrière, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rester dans des structures qui sont innovantes, avec une organisation qui leur permet de continuer à conduire leurs travaux. Et ils partent quand ces deux conditions ne sont pas réunies, indépendamment de l'attractivité financière. Ce n'est pas le moteur des jeunes aujourd'hui. Par contre, quand ils se retrouvent face à des oppositions où je ne peux pas faire venir l'innovation et je ne peux pas organiser ma recherche comme je peux, je pars. Voilà. Et je pars à regret. Ce sera, Jean-Michel, certainement un des thèmes de la conférence de presse des JFR du vendredi, parce qu'évidemment, c'est tout l'exercice professionnel des radiologues qui est impacté par ces évolutions, et en particulier par la disponibilité d'innovation sur tous les plateaux techniques en France.
C'est le rôle des PRS, des prochains PRS, des programmes régionaux de santé qui vont sortir en mars 2018 pour chaque région de France. Il est évident qu'en fonction de la disponibilité des équipements lourds sur les plateaux techniques, ça impacte évidemment le choix des jeunes radiologues qui sortent de leur formation.